Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Nous recevons aujourd'hui Jean Mizrahi, ancien haut fonctionnaire et chef d'entreprise et auteur d'un recours, enfin d'une contribution extérieure au Conseil constitutionnel, qui est un travail d'une grande rigueur et d'une grande ampleur que nous allons aborder ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et pris le temps de nous présenter vos travaux. Pour commencer, peut-être pouvez-vous vous présenter et expliquer comment avez-vous décidé de vous intéresser à ce sujet, donc, qui est le projet de loi sur le pass vaccinal, et comment vous avez travaillé aussi pour réunir toutes ces informations et les agencer. Écoutez, moi, je suis pas quelqu'un du monde médical d'abord, donc j'ai aucune prétention à affirmer quoi que ce soit sur ni sur les vaccins ni sur la maladie elle-même. Donc c'est déjà cette précaution. Donc du coup, j'ai pas de conflit d'intérêt. Ça va un peu de soi. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion? Écoutez, moi je dirige un groupe. Alors je suis dans le monde du cinéma. Et je dirige un groupe qui est plutôt orienté dans la technique, notamment une des grandes activités, c'est d'apporter des services aux salles de cinéma un peu partout en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient. Donc en fait, on a des bureaux dans une grosse vingtaine de pays, ce qui fait que en 2020, quand on a vu débarquer l'épidémie, enfin moi je l'ai vu en fait d'assez loin puisque je regardais les informations en Asie. J'ai vu qu'après la Chine, la Corée commençait à fermer des cinémas. Et je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Donc, je me souviens, c'était exactement le 30 janvier 2020. J'ai envoyé un mail à mon comité de direction pour dire, ça va nous tomber dessus, il faut se préparer. Mettons en place des outils pour faire du télétravail. Pour faire... Voilà. Donc, on s'y est préparé, on était prêts, sauf que même si nous, on était prêts, le marché du cinéma a subi une claque assez monumentale, puisque un peu partout en Europe, on a fermé les salles. Il y a très peu de pays qui n'ont pas fermé, je crois qu'il y a la Suède. Les Pays-Bas, pendant un assez long moment, ont laissé ouvert. Mais globalement, nos activités ont été très fortement impactées, au point que le groupe a subi un revers très important pendant cette période. On sortait d'une période difficile déjà sur le plan financier, donc ça nous a pris comme une balle de revers. Et du coup, ça m'a amené à suivre ce qui se passait dans chaque pays, parce que je voulais voir un petit peu, j'essaie d'anticiper ce qui va se passer, et donc je voulais comprendre un petit peu ce qui se produisait comme événement dans les différents pays. Et du coup, j'ai continué à le faire pendant toute cette période et après, pour essayer de comprendre comment on en avait pu arriver à tout fermer, et finalement savoir s'il y avait une juste proportion dans les mesures qui étaient prises par rapport à la réalité de l'épidémie. Mm. Voilà, donc je suis resté relativement silencieux, si ce n'est sur mon compte Facebook, où je dis à peu près ce que je pense. Et je suis connu dans mon milieu pour ne pas avoir une langue de bois, donc je suis assez outspoken, comme disent les anglo-saxons. Mhm. Et sur cette épidémie, donc j'ai quand même pas mal regardé les chiffres de tous ordres, hein, que ce soit l'évolution des cas en France, ailleurs. J'ai lu pas mal sur la question. Donc j'ai essayé de me cultiver, même si je ne suis pas du tout du milieu médical. Vous Pendant avez une 2 ans formation et trois... scientifique, d'ingénieur. Vous Ouais, savez. j'ai une formation scientifique. En fait, voilà, je dirais que ce que je sais faire, c'est compter. J'ai fait pas mal de mathématiques dans ma jeunesse. Donc il y a deux sujets où je sais à peu près, je me sens à l'aise, c'est compter et être logique. La Mm. logique, ça fait partie des mathématiques. Je suis resté, on va dire que ma communication est restée privée, dans la sphère, on va dire, privée. Ce qui s'est passé progressivement, alors il se trouve que j'ai deux cinémas également. Mm. Donc j'ai deux cinémas dans la belle ville de Marseille. Donc j'ai eu un premier choc, on va dire, éthique au mois de juillet de l'année dernière, quand on a demandé aux gens, pour rentrer dans les cinémas, de devoir passer un test. Mais bon, j'ai respecté les règles. Donc, les cinémas ont appliqué les règles qui ont été dictées par le Parlement.
qui ont été validées par le Conseil constitutionnel à l'époque. Mais ça a commencé quand même à me chatouiller un petit peu parce que je trouvais qu'on avait franchi une... Alors, ce n'était pas une ligne jaune encore, mais c'était une ligne pointillée, un petit peu, qui était à la limite de la ligne jaune. Et puis là, ce qui s'est passé sur la discussion du pass vaccinal, d'abord la restriction progressive. Alors, il se trouve que j'ai plusieurs enfants, mais j'en ai deux qui sont jeunes, qui sont dans les âges où ils sont touchés par ces mesures, puisqu'ils sont adolescents, et que je n'ai pas souhaité les faire vacciner. Parce que je considère que, avec ma compagne, on considère que à cet âge-là, ils n'ont rien à craindre de ce virus, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas de comorbidité, donc il n'y a pas de raison particulière. On parle quand même de produits, on y reviendra peut-être, mais qui sont quand même frais. Il se trouve que j'ai approché l'industrie du médicament en 1988, parce que j'étais au cabinet de Roger Fourou, qui était ministre de l'Industrie. Et même si le ministère de l'Industrie n'a pas eu, on va dire, un rôle prédominant sur l'industrie du médicament, c'est plutôt le ministère de la Santé, mais quand même, j'avais ce périmètre dans mon portefeuille. Et donc, j'ai approché un petit peu le sujet. Et j'ai quand même eu affaire à des trois situations, on va dire, dans ce métier. Donc, ça m'a sensibilisé. Et donc, j'ai appris quand même qu'il y avait des règles dans le métier du médicament. C'est notamment qu'on ne lançait pas des médicaments n'importe comment. Et qu'en général, il fallait pas mal de temps entre le moment où on développait une molécule et le moment où elle arrivait vraiment sur le marché. Et là, quand même, j'ai trouvé que la rapidité avec laquelle tout ça s'était fait était assez, on va dire, atypique. Pas donner de qualificatif négatif, mais c'était atypique par rapport à ce qui se pratique. Et donc, comme mes deux plus jeunes n'avaient pas vraiment de raison de souffrir de cette maladie, j'ai préféré qu'ils ne soient pas exposés à un médicament dont on ne connaît pas encore les effets à long terme. Donc, du coup, ça m'a en plus motivé un peu plus, parce que je me suis rendu compte que petit à petit, on resserrait le dispositif avec des tests, alors qui pour les plus jeunes restaient remboursés, mais qui étaient valides que 24 heures, ce qui fait que quand vous avez des activités sportives ou autres, ça devient compliqué. Donc c'est devenu de plus en plus compliqué. Et là, on est rentré dans la logique du pass vaccinal. Et je pense que là, la ligne jaune a été franchie. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation qui ne me paraît pas normale. Qui me paraît pas normale sur le plan. Donc c'est plutôt en tant que citoyen que j'ai fait ce travail. Donc, c'est un peu la somme de toutes les réflexions que j'ai eues pendant toutes ces périodes. Et je me suis dit que là, à partir du moment où on franchit la ligne jaune, en tant que citoyen, j'ai une responsabilité individuelle. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Ce n'est pas une démarche politique au sens de la politique politicienne, mais je pense que le citoyen, en général, a un rôle à jouer. Et donc là, j'ai voulu le jouer en intervenant avec mes moyens, qui sont évidemment mes moyens de réflexion, mais c'est déjà ça. Et donc, ça m'a conduit à produire ce texte. Et puis, je suis tombé à un moment, je ne sais plus comment, il y a un mois à peu près, sur les mesures qui avaient été prises en juillet 1942 contre les Juifs. Bon, il se trouve qu'une moitié de ma famille est juive, donc je suis un peu sensibilisé au sujet. Et j'ai trouvé quand même que les mesures à l'époque ressemblaient quand même assez étonnamment à ce qui était proposé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a une argumentation médicale derrière, sauf que quand j'ai creusé le sujet, en fait, il n'y a pas d'argumentation médicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argumentation pour mettre en place ce truc. Il y a zéro justification. Il n'y a pas de logique. Voilà. Si je reviens sur le plan de ma compétence qui est la logique, là, il n'y a pas de logique. Ouais. Et donc, à partir où il n'y a pas de logique et où finalement on transgresse des règles qui sont des règles de respect de l'individu, j'estime qu'on a un devoir individuel d'intervenir. Voilà. Ouais. Alors, l'intervention justement que vous avez écrite, c'est un mémoire qui fait 70 pages, mais une bonne partie sont des annexes et des références que vous avez ajoutées à la fin. C'est une procédure qui est prévue, en fait, c'est un usage courant lorsque le Conseil constitutionnel est saisi qu'un particulier ou même une personne morale, d'ailleurs, puisse intervenir en lui soumettant un argumentaire pour éclairer ou influencer sa décision.
Donc, vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait. Le Cercle Droit et Liberté l'a fait. D'autres associations, Maître Divisio, Bon Sens et autres ont annoncé le faire. Il est probable que le Conseil constitutionnel reçoive de nombreuses contributions, alors qu'il a annoncé rendre sa décision plus vite que prévu, puisque c'est annoncé pour vendredi. Dans ce mémoire, vous avez attaqué, disséqué la logique ou la non-logique de ce projet de loi sur l'angle juridique, scientifique, médical. Et on va revenir du coup dans les grandes lignes sur les différentes parties que Oui. vous avez faites, que vous avez organisées. Et en commençant par la première qui s'intitule « La situation actuelle n'est plus exceptionnelle. Elle ne justifie donc pas une entrave au fonctionnement normal de la société française et encore moins une remise en cause des principes défendus par la Constitution. » Ce qui paraît, vous le précisez aussitôt, ce qui paraît contre-intuitif compte tenu de l'omniprésence médiatique de l'épidémie de SARS-CoV-2 et compte tenu des déclarations très fréquentes du gouvernement sur la situation. La crise sanitaire n'a plus rien d'exceptionnel. Alors, sur quels éléments vous vous appuyez pour dire ça? Et puis, depuis quand exactement n'a-t-elle plus rien d'exceptionnel, selon vous? Alors, écoutez, je pense qu'on a tous été choqués en 2020. Moi aussi. Je veux dire, soyons clairs, on a tous été. Je pense qu'il y a une certaine forme de traumatisme qui s'est fait dans la société. Et j'ai participé au truc. Hein. Je veux dire, en tant qu'individu, j'ai pas eu le recul, même si j'avais déjà quand même anticipé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le recul nécessaire pour effectivement mesurer les ordres de grandeur. Et puis, on n'avait pas encore toute l'information au niveau du grand public. Je pense que un certain nombre de milieux bien informés avaient ce qu'il fallait pour juger. Je ne pense pas qu'ils aient jugé en bonne intelligence, mais dans tous les pays, hein, ce n'est pas spécifiquement français, enfin dans tous les pays, dans beaucoup de pays occidentaux. Et on a surréagi. Je pense que la manière dont la Chine a pris le sujet, je pense qu'on ne saura jamais vraiment quel a été l'impact de ce virus en Chine dans le Hubei à l'époque. Mais on va dire qu'il y a eu une communication qui a été gérée de manière assez fine par le gouvernement chinois, avec cet hôpital construit en quelques jours, avec l'enfermement de 60 millions de personnes de manière assez soudaine, des vidéos qu'on voyait avec des rues complètement désertes. Tout ça a créé une sorte de choc psychologique. Et je pense que ça nous a tous choqués. Je pense que ça a choqué les décideurs aussi. Enfin, je pense qu'on a globalement été impacté par cette communication. Donc, pendant, on a été immobilisé 2-3 mois. Et on est ressorti de ça avec, à mon avis, quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif. Donc, on est tous restés impactés, qu'on le veuille ou non. Hein. Je pense que même si aujourd'hui on a pris beaucoup de recul avec ça, je pense que inconsciemment, on est resté on va dire, influencé par cette période. Et alors, il faut en prendre conscience. Et ensuite, il faut revenir sur la réalité des faits. Alors, la réalité des faits, c'est quoi? Il y a eu effectivement une surmortalité qui est très nette. Je pense que les gens qui la nient font une erreur. Il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE, c'est très clair. Il y a une surmortalité qui est d'à peu près, on va dire, sur 2020-2021, elle est de 90 000 personnes, un peu plus de 90 000 personnes qui sont mortes, qui n'auraient pas dû mourir. Ce qui représente quand même une fraction de la population très faible. Hein. Et puis quand on regarde les chiffres, ce sont des gens qui en moyenne ont 80. Donc on est quand même dans une situation très particulière où des gens qui sont pour la plupart arrivés presque au bout du chemin sont morts un peu plus tôt. Et finalement, pour une fraction de la population. Pardon ? Très particulière, mais pas inédite. C'est pas inédit. Alors, il se trouve qu'à un moment, je suis allé regarder ce qu'il y avait eu comme épidémie dans le passé. Alors, on ne va pas comparer avec la grippe espagnole parce qu'on parle d'ordre de grandeur qui n'ont rien à voir. La grippe espagnole, c'est de mémoire 5% de la population qui a été touchée de manière assez puissante, puisque on parle de 5% de mortalité globale. Ouais. Et je suis retombé sur des chiffres et sur des documents qui concernent la grippe de Hong Kong de 69. Il se trouve que ma mère est encore vivante, elle a 90 ans. Je lui ai posé la question, 69, tu te souviens, il y avait une grippe. Ah oui, je me souviens très bien.
il se trouve qu'elle s'occupait d'enfants à l'époque et elle se souvient très bien que tout le monde était malade, que grosso modo, elle s'est retrouvée toute seule à gérer des gamins en quantité. Et donc, elle s'en souvenait parfaitement. Mm. Donc, du coup, je suis allé regarder un petit peu ce qui se disait à l'époque. Bon, effectivement, il y a eu un phénomène fort de grippe qui a créé des tensions dans la société, mais qui n'a pas du tout conduit à ce qu'on a vécu en 2020 et 2021, qui est un blocage total, un arrêt, une espèce de choc traumatique invraisemblable, Mm. qui n'était même pas, qui était même pas arrivé pendant la grippe espagnole. Donc c'est Ouais. quelque chose qui est assez unique C'est très frappant comme quand on... réaction. Pardon, mais c'est très frappant quand on regarde les journaux de l'époque. La grippe dite de Hong Kong n'était pas niée, enfin, mais c'était un fait Ah non, divers non, mais de toute presque façon, qui n'était pas spécialement à la une, qui était traité comme un sujet comme les autres dans la société. absolument. Et donc j'ai regardé un petit peu je suis revenu sur la pyramide des âges de l'époque. En fait, la société de 69 et la société d'aujourd'hui a pas mal changé, Mm. dans la mesure où la population a vieilli, globalement. Et les plus de 80 ans, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais grosso modo, la part des plus de 80 ans a plus que triplé sur la période, Ouais. ce qui veut dire que globalement, les gens qui sont les plus sensibles aux infections pulmonaires de ce genre, grippe ou SARS, finalement, le nombre de personnes potentiellement impactées a augmenté. Et en fait, quand on reprend les chiffres de 69, et si on prend la pyramide des âges de 69 et qu'on applique la mortalité du SARS, ben on se rend compte qu'on a à peu près la mortalité, alors un petit peu plus, mais à peu près la mortalité de la grippe dite de Hong Kong. Et donc, on est dans un phénomène qui est un phénomène épidémique atypique par rapport à je dirais, sur le plan décennal, mais pas exceptionnel au point de créer, d'immobiliser la société, et notamment d'immobiliser les plus jeunes. Alors, il se trouve qu'en plus, depuis 2021, la situation a évolué. Alors, la vaccination a sûrement joué un rôle parce qu'on a vacciné les gens les plus âgés quand même en grande quantité, même s'il reste une fraction des plus de 80 ans qui n'est pas encore vaccinée, avec ces nouveaux produits euh, qui, euh, qui ont été jetés sur le marché très rapidement, mais qui ont quand même une efficacité, et on le voit sur les hospitalisations dures, on va dire. Donc, il y a un effet positif qui est très clair pour les gens qui sont les plus fragiles. Donc, mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si on regarde la phase actuelle de l'épidémie, qui est en train de s'infléchir, bah, finalement, c'est une grippe ordinaire. Mm. C'est-à-dire que c'est la mortalité d'une grippe habituelle. Alors, sûrement, merci les vaccins qui ont été mis sur le marché pour les tranches d'âge qui sont concernées, mais ça ne justifie plus des mesures d'exception. Ouais. Euh, et donc, on est arrivé aujourd'hui dans une situation paradoxale où on va interdire à des gens qui ne sont pas vraiment directement concernés, c'est-à-dire des jeunes, on va leur interdire une vie normale et on va leur imposer une vaccination alors que ça ne les concerne pas et qu'on on devrait plutôt s'adresser à des gens qui sont plus exposés. Alors, il y a évidemment une réflexion sociétale que je n'ai pas fait dans ce document, qui est clairement, on a une évolution de la vision de la mort qui a drastiquement changé en 50 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, même à 80 ans, on n'accepte plus de mourir. Mm. Euh, il faut se rappeler qu'à l'époque, 80 ans, en 69, les gens considéraient, enfin j'avais lu un papier, considéraient que c'était très, 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 très âgé. C'était presque exceptionnel qu'on puisse arriver à cet âge-là. Euh, Aujourd'hui, l'idée même de mourir est devenue inacceptable. À n'importe quel âge d'ailleurs, même à 100 ans, c'est devenu inacceptable. Ça dépend Je veux des dire, gens. Il faudrait il y a nuancer. encore. Bah, écoutez, moi je vais vous dire, Il y a il y beaucoup de a, il y personnes a âgées quoi? qui Il y a disent, quelques moi semaines. je veux pas me changer la vie à cause du Covid. Je préfère vivre et si je dois mourir, je mourrai. Et ça existe.
Non, mais bien sûr qu'il y en a. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai près de moi, c'est pas la question. Mais je parle de la société dans son ensemble. Oui, Et la société dans son ensemble, son niveau d'acceptabilité oui, a fortement baissé sur ce sujet-là. Donc, voilà, ma première conclusion, c'est qu'on n'est plus dans une situation exceptionnelle. oui, Si on l'a été, si on l'a été, en acceptant l'idée que la grippe de Hong Kong est une situation exceptionnelle, d'abord, je pense qu'on a pris des mesures qui étaient disproportionnées par rapport à la réalité. On ne le savait peut-être pas en mars 2020. Donc, mm, je pense que mars 2020, OK, erreur collective, euh, dont acte. Je pense que le deuxième confinement est, en revanche, là, une erreur qui est condamnable, mm, parce qu'à ce moment-là, on savait qui était touché par cette maladie, on savait, mais bon, ça c'est fait, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui regarde plutôt devant, en général. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a devant nous. Or, ce qu'il y a devant nous, c'est une mesure qui vise à mettre de côté des gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Même si, fondamentalement, maintenant, on sait que vacciné ou pas, de toute façon, on peut être contaminé, on peut être contagieux. Je pense que notre ministre de la Santé, maintenant, le sait bien, puisqu'il l'a expérimenté, notre Premier ministre aussi. Donc, je pense que maintenant, c'est un fait qui est acquis. Que vous mm. soyez vacciné ou pas, de toute façon, vous pouvez être infecté, vous pouvez être contagieux et le refiler à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas un argument. D'ailleurs, je note que dans le projet de loi qui est soumis au Conseil constitutionnel, on a retiré un petit mot, trois mots qui sont pour je crois que le terme, c'est pour lutter contre. Alors avant, on écrivait contre la propagation de l'épidémie, et maintenant, c'est pour lutter contre l'épidémie. Ouais. Donc, je crois qu'on a C'est compris que la révélateur. propagation, C'est c'est plus le d'ailleurs sujet. Et c'est d'ailleurs votre deuxième partie, donc le pass vaccinal n'a aucune valeur en termes de santé, expliquez-vous. D'une part, parce qu'il ne permet pas de limiter la circulation du virus, il pourrait même en être un facteur d'accélération. D'autre part, parce qu'il n'améliore pas la protection des plus fragiles par rapport à ce que le pass sanitaire a pu accomplir et discrimine des personnes qui ne sont pas fragiles. Et enfin, vous expliquez que le pass va à l'encontre d'une démarche à vocation sanitaire, notamment par exemple en interdisant aux personnes non vaccinées de pratiquer leur sport habituel dans un organisme collectif, ce qui est hautement absurde d'un point de vue purement sanitaire quand on connaît les bienfaits d'une activité sportive régulière pour la santé. Donc ça, je pense que sur cette partie, tout le monde s'accorde désormais presque, enfin, ou beaucoup, de plus en plus de Français s'accordent à reconnaître que ce pass n'a rien d'un modus operandi strictement sanitaire. Je voudrais vous faire détailler ensuite ce que vous avancez comme argument sur le plan plutôt juridique, les grands principes du droit, les lois qui sont déjà en vigueur. C'est l'objet des différentes sections ensuite de votre mémoire. Vous dites que ce projet détourne les lois en vigueur qui protègent les patients, notamment le consentement libre et éclairé, et que le mécanisme de passe vaccinal est un moyen de détourner les lois de la République protégeant les citoyens en cas d'obligation vaccinale. Qu'avez-vous voulu dire par là? Que détaillez-vous dans cette partie? Écoutez, alors là, c'est rentré dans un débat médical, donc je ne vais pas trop rentrer sur le sujet, mais il y a quand même quelques grands principes qui sont que quand un médicament est encore en phase, qui est une phase pas définitive de mise sur le marché, donc ce sont des médicaments qui sont en phase 3, ce qu'on appelle la phase 3, donc ça veut dire que c'est des médicaments pour lesquels l'étude pharmacologique n'est pas terminée. Hmm. Il est vraisemblable d'aller à une obligation vaccinale. Euh, et alors, je sais que certains scientifiques sont même beaucoup plus durs que ça, en disant que le risque en faisant ça, c'est de créer une méfiance dans la population sur des vaccins ordinaires. Soyons clairs, moi je suis vacciné contre à peu près tout. J'ai été vacciné contre la fièvre jaune, parce que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai été vacciné contre tout un tas de trucs. Donc cette tendance assez malhonnête sur le plan intellectuel qui consiste à dire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes un anti-vax, ça Hmm. je ne l'accepte pas. Donc je ne suis pas un anti-vax, je suis un pro-vax. Je suis un pro-vax, je dirais, très très convaincu.
Mais en même temps, je sais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'il y a quand même des règles, il y a des règles éthiques, et que là, j'estime que les règles éthiques ne sont pas respectées. Accessoirement, les règles éthiques, elles ont conduit à ce que quand on rend la vaccination obligatoire, la loi prévoit une indemnisation des personnes vaccinées, au cas où ça se passe mal. Or, il se trouve que quand on regarde quand même les données pharmacologiques qui sont disponibles, qui sont soit celles de l'OMS via le site VigiAccess, soit celles de l'Agence européenne du médicament via EudraVigilance, qui sont beaucoup plus détaillées que les données françaises, que franchement, moi je trouve ne sont pas d'une grande transparence. Et c'est dommage. Autant, je vais vous dire, moi je suis assez impressionné par la qualité des données du ministère de la Santé, de ce qu'on trouve comme données. Franchement, il y a un environnement statistique qui est remarquable, sur lequel on peut tirer beaucoup de conclusions, on peut faire beaucoup d'analyses. Autant sur la pharmacovigilance, je trouve que c'est assez faible. Et donc, si on va voir les bases de données mondiales ou européennes, on se rend compte que ces vaccins ont un profil de risque qui est beaucoup plus élevé que n'importe quel autre vaccin et n'importe quel autre médicament. Alors, il y a des choses qu'on peut accepter, c'est-à-dire, moi je veux dire, en termes de politique, je peux très bien comprendre qu'un pouvoir politique dise oui, on sait que c'est plus risqué, mais en même temps, c'est plus risqué de l'autre côté de ne pas vacciner. Donc, oui, ça peut être. D'abord, il faut le dire. Or, aujourd'hui, c'est un débat qui n'existe pas et que je trouve du tout pas très honnête, parce que, encore une fois, c'est le principe du libre consentement. Dans le libre consentement, il y a la transparence de l'information. Or, aujourd'hui, on n'a pas une vraie transparence de l'information. Et donc, il me paraît très normal que les gens, avant de se faire vacciner, sachent à quoi ils s'exposent. Ouais. Ensuite, moi, je vais vous dire, enfin, je ne devrais pas le dire parce que ça concerne personne, ça regarde personne, mais je suis vacciné avec j'ai eu 2 Pfizer, je n'ai pas encore eu le 3e, j'attends le plus longtemps possible. Voilà, je l'ai eu parce que je suis dans une tranche d'âge, j'ai un risque cardiaque, donc j'ai pris cette décision en y réfléchissant et en pesant le pour et le contre. Et je me suis fait conseiller. Donc ça, c'est une démarche normale. En revanche, mes gamins, je ne vois pas pourquoi ils seraient vaccinés avec un produit sur lequel… Alors, je sais que ça fait rigoler tout le monde, et on voit sur les réseaux sociaux tout un tas de blagues plus ou moins vaseuses sur le manque de recul, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, quand on regarde des médicaments, donc je crois que je cite le cas du Distilbène. Le Distilbène, c'est un médicament qui a été administré à 200 000 femmes en France sur plusieurs décennies. On s'est rendu compte du problème, non pas avec les femmes qui avaient été traitées, mais avec leurs enfants, leurs filles. Donc, une génération plus tard. On ne peut pas prendre des décisions comme ça, de balancer un truc, parce que le produit a été développé en moins d'1 an. Voilà. Et par ailleurs, on connaît des vaccins qui ont créé des problèmes majeurs. Le vaccin contre la dengue, moi, ça fait déjà plus d'1 an et demi que j'avais regardé ce truc-là. Il se trouve que j'ai vécu en Asie et qu'aux Philippines, les gens ont été frappés par cette affaire. Le vaccin contre la dengue aux Philippines, c'est plusieurs centaines de gosses qui sont morts parce qu'on n'a pas mesuré toutes les conséquences de cette vaccination. Donc, on n'est pas sur des produits anodins, c'est pas juste… voilà, on est sur des produits qui sont nouveaux, sur lesquels on doit avoir la prudence qui est nécessaire. Ouais. Et il se trouve que la loi indemnise les personnes qui sont sujettes à une obligation vaccinale. Donc, là, il y a un détournement. Parce qu'on parle d'obligation déguisée, et c'est très clair, dans le discours public, on parle d'obligation. Je ne citerai pas les mots du président, mais que je trouve franchement inacceptable. Aujourd'hui, on oblige des gens sans leur apporter les garanties, ni d'information, ni d'indemnisation. Et je pense que c'est un problème. On va bientôt devoir conclure. Je précise que vous avez ensuite détaillé à quel point le projet du gouvernement enfreint le principe de précaution qui est prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle.
et qu'ensuite vous détaillez aussi en quoi il porte atteinte à l'article 5 et l'article 2 du préambule de la Constitution, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, son article 5 également. Et enfin, plus fondamentalement, le projet de loi porte atteinte à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatif à l'égalité des droits des citoyens. En conclusion, vous indiquez que le projet de loi proposé par le gouvernement introduit des mesures discriminatoires qui ne sont proportionnées ni à la situation sanitaire réelle dans le pays, ni à aucune nuisance suscitée par des citoyens qui ne seraient pas vaccinés. Vous expliquez qu'instaurer un passeport vaccinal interdisant l'accès à de très nombreux lieux de la vie courante et à des moyens de transport essentiels tant à la vie privée qu'à l'exercice professionnel, ce serait enregistré, même sur une période limitée, qu'il est juridiquement possible de priver durablement certains citoyens de leurs droits sans qu'ils aient d'une quelconque manière enfreint les lois en vigueur, ni même engendré des nuisances pour d'autres citoyens. C'est de surcroît une démarche, vous l'avez dit en introduction aussi, disproportionnée par rapport à la réalité de cette épidémie, qui n'a pas la gravité qu'on pouvait craindre en 2020 et au début de 2021. Pour tous ceux qui voudraient se plonger dans la synthèse que vous avez faite, on la mettra en ligne dans l'article. Dernière question, le Conseil constitutionnel rendra sa décision vendredi. Vous le pensez capable d'être réceptif à vos arguments et à beaucoup d'autres qui ont fait la même démarche, ou bien c'est un témoignage et vous ne vous faites pas d'illusions compte tenu de ces… Non, je suis… D'abord, je pense qu'on a des institutions et donc il faut toujours avoir de l'espoir dans ces institutions. Ensuite, je ne sais pas si ce document sera lu. Donc, voilà, c'est un pavé, on va dire, c'est une bouteille à la mer. Il le sera au moins chez nous. Il le sera. Voilà. Moi, j'estime que mon devoir de citoyen, c'est d'apporter ma contribution. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas un juriste, même si je fréquente le droit des affaires de manière presque quotidienne. Donc, on va dire, ça m'a habitué l'esprit à un certain nombre de raisonnements juridiques, mais je ne suis pas un juriste. Je ne suis pas encore moins un juriste constitutionnel. Néanmoins, je ne pense pas que les personnes qui ont rédigé la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme en 89 étaient des juristes. Alors, ils étaient peut-être des juristes, mais à l'époque, je ne pense pas qu'ils avaient le raffinement de tout ce qu'on a développé aujourd'hui comme superstructure juridique autour de la Constitution. Il y avait des principes de bon sens. Et je pense qu'il y a un moment, il faut revenir à des principes de bon sens. C'est-à-dire que les grands principes qui sont édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ils sont très clairs. Ils sont très clairs et n'importe qui peut les comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un juriste expérimenté. Et donc, je pense que parfois, il faut revenir à la base. Et là, je pense qu'on est dans une période où il faut revenir à la base. C'est-à-dire qu'il faut relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est très simple, elle fait 3 pages. Elle est rédigée dans un langage qui est très facile. Et donc, on ne peut pas se tromper dessus. C'est transparent. Et pour moi, il est transparent que ce projet, il est en entrave complète, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Il est en entrave complète avec cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui me paraît être le point le plus fondamental. Et donc, je pense que c'est un devoir de citoyen de s'y opposer. Entendu. Eh ben, merci de l'avoir fait, merci d'en avoir témoigné et de nous avoir permis de reprendre et de partager votre texte. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien sur François et merci beaucoup Jean Mizrahi de nous avoir donné un peu de votre temps. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir.